veux rentrer chez moi, me coucher ou prendre des calmants et consulter un docteur. J'en peux plus. Ne t'inquiète pas, Calvin. Quand on sortira, je te filerai quelque chose pour que tu puisses dormir au calme. Comment veux-tu que je dorme, Charles, après ce qu'on a vécu? Je vais devenir fou. Calvin, quand ils t'ont fait sortir, quand ils m'ont fait sortir. Oh putain, j'aurais souhaité ne t'avoir jamais incité à sortir ce soir-là. Mes bras étaient comme figés, et je ne pouvais plus bouger, comme si j'avais un putain de serpent à sonnette. Moi, ils m'ont pas fait ça. Je me suis évanoui. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Les gens n'y croiront pas. Je veux sortir d'ici et voir un médecin. Les gens doivent se réveiller et de commencer à y croire. Il ferait mieux d'y croire. T'as vu comment s'est relevée cette putain de porte? Je ne sais pas comment elle s'est ouverte, fiston. Elle s'est juste relevée, et puis ces fils de pute sont sortis comme ça. J'ai été paralysé tout du long, Charles. Je pouvais plus bouger. Les gens, ils ne nous croiront jamais. Pourtant, ils devront bien y croire un jour ou l'autre. Peut-être trop tard. Je savais. Je l'ai toujours su qu'il y avait de la vie ailleurs que chez nous. Jamais j'aurais imaginé que ça nous arriverait. Tu sais que je ne bois pas, Charles. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir bu. Oui, je le sais. Une fois rentré chez moi, je prendrai un autre verre, après au lit. Et pourquoi on est toujours assis là? Blanche, je dois la prévenir. Elle doit s'inquiéter. Je suis malade. Faut que je sorte. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je sais qu'il y a un Dieu dans ce monde. Voilà ce que le magnétophone avait enregistré. 2 hommes, agités, dus à leur expérience plus que troublante. Calvin, bouleversé, se mit à prier après que Charles soit sorti de la salle. Le magnétophone se retrouva entre les mains du shérif, et après avoir écouté, l'adjoint Ryder dit « S'ils nous mentent, alors ils devraient jouer à Hollywood. » Salut les terriens, vous revoici dans UFO Legacy, présenté par Van Roswell, c'est-à-dire moi, et nous nous retrouvons dans la seconde partie de la rencontre de Pascagoula. Dans la partie précédente, en résumé, j'avais parlé de la partie de pêche nocturne de Charles et Calvin, jusqu'à ce qu'ils se fassent enlever, mais que dis-je, abductés par des aliens au bord du lac Pascagoula, dans le Mississippi aux USA, puis relâchés par ces derniers, les laissant abasourdis et effrayés par cette expérience traumatisante, pour au final les pousser à témoigner auprès de l'autorité locale, donc au shérif. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à visionner la première partie, dont vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, si vous voulez bien, je passe à la suite, après le générique. Suite à l'expérience auquel le shérif avait eu affaire, via l'interrogatoire mais surtout via au magnétophone, il fut convaincu que Charles et Calvin étaient sincères. Au moment où Charles était sorti de la salle, le shérif lui fit une proposition, celle de revenir le lendemain pour une déclaration complète. Bien sûr, Charles a refusé, ne désirant pas faire de publicité pour épargner sa famille, ce qui est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, ce dernier pensa à sa femme, qui devait être morte d'inquiétude, et étant donné que tout avait été dit sur les récents événements, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui pour la rassurer. Cependant, Charles et Calvin ont tous deux passé un accord avec le shérif et son adjoint, un accord qui consistait à garder le silence sur toute l'affaire. Les 2 fonctionnaires s'y sont engagés et enfin, les 2 témoins ont quitté le poste, direction leur domicile respectif. Cette nuit, aucun des 2 hommes ne parvinrent à trouver le sommeil. Ils avaient passé une nuit blanche, ce qui ne devait pas leur arriver très souvent. Après,
Ce n'est pas tous les jours qu'on subit une rencontre rapprochée du quatrième type. Le lendemain du 12 octobre, ils allèrent tout de même travailler, comme si de rien n'était. Dans la matinée, alors que Charles bossait dans un chantier naval, comme contremaître, il reçut un coup de téléphone de la part d'un reporter de la ville de Jackson. Il lui demanda de raconter les événements de la nuit précédente. Puis ce fut au tour du shérif Diamond de l'appeler pour lui dire de venir au poste de toute urgence, puisqu'un grand nombre de journalistes avaient pris d'assaut son bureau. Oh, la promesse semble avoir été rompue entre les témoins et les fonctionnaires du poste de police, ce qui mit Charles assez en colère. Mais le shérif l'assure de ne rien avoir révélé à quiconque, reconnaissant qu'un membre de son service l'aurait fait. Très certainement. Charles et Calvin étaient arrivés au poste de police. Mais la peur les incita à faire la demande de passer au détecteur de mensonges, car ayant peur de ne pas être cru. Cru du verbe croire. Le shérif leur révéla qu'il n'avait pas cet équipement dans son bureau, bien qu'ils aient voulu initialement ne pas ébruiter leurs événements de la nuit passée, pour ainsi dire leur RR4, ils ont accepté de répondre aux questions des divers journalistes présents. Alors que nos deux braves gars en avaient fini avec toute la foule de journalistes, toujours dans la matinée, ils se sont mis à réfléchir à leur mésaventure. Très inquiets, comme s'ils ne l'étaient pas assez, une question leur percuta l'esprit. Étaient-ils contaminés, voire même irradiés ? Et oui, la question se pose, car admettons que des êtres venus d'ailleurs débarquent sur notre planète, qu'ils avaient pour mission de rentrer en contact avec des gens, qu'ils saisissent jusqu'à l'intérieur de leur vaisseau pour les manipuler, les scanner physiquement et ensuite les relâcher. Ils ont forcément transmis quelque chose à ces deux-là. Et justement, ils allaient être tous deux escortés par l'un des fonctionnaires du bureau du shérif, initialement à l'hôpital de Singer River, pour faire des examens. Mais malheureusement, cet établissement ne disposait pas d'équipement requis pour ce genre de cas. Et il fut redirigé vers la base militaire aérienne de Kistler, que l'officier Huntley, chargé de l'escorte, contacta par la suite. Alors arrivés à la base, les deux furent alors emmenés précipitamment dans un endroit spécial, un endroit probablement stérile, puisqu'ils ont été accueillis par des gens vêtus de protection. Comme quoi on ne sait jamais. Donc, ils les contrôlèrent très minutieusement sur leur corps, pour ensuite leur expliquer que des traces de rayonnement avaient été trouvées sur Calvin, sauf sur Charles. Maintenant que j'y pense, on aurait tellement, mais tellement dû faire ça avant les événements du Covid-19, des contrôles de ce genre en fait. Mais non, idiots que nous sommes, nous les humains. Enfin bon, je m'éloigne du sujet là. Bien après les examens, plusieurs responsables de la base aérienne, dont le lieutenant-colonel Darrington de la police de la sécurité, le colonel Amdahl, président de médecine et autres officiers du même grade, avaient prévu une réunion autour des deux hommes afin de leur poser des questions sur leur vécu du 11 octobre, avec tous les détails qui vont avec. Ils se montrèrent très attentifs par leur histoire, mais tout cela leur semblait familier. Si ça se trouve, ils devaient déjà être au courant dans leur base. Après tout, ils bossaient pour l'armée aérienne. Un rapport a été établi par la suite, qui faisait 17 pages, contenant toutes les informations que les militaires ont pu réunir sur l'affaire. Ce document indiquait qu'un ovni avait été observé par différents témoins lors de la nuit du 11 octobre 1973, y compris par un agent de probation et de libération conditionnelle, un certain Raymond Broadus. Avant de quitter la base, les deux hommes ont tenté d'obtenir un exemplaire du rapport où étaient consignés leurs témoignages. Mais leur demande a été rejetée.
Ah oui, bien sûr. Les fameux documents top secret, hein, interdits au public. Le 13 octobre, Charles et Calvin firent la rencontre de deux spécialistes du phénomène OVNI venus de Chicago, dont ils ont eu vent des nouvelles sur leur présumé RR4. Leur nom, J. Allen Hynek, très célèbre ufologue américain et directeur du Center for UFO Studies, accompagné de James Harder, enquêteur de l'APRO, Aerial Phenomena Research Organization. Nos deux enquêteurs ont pu entendre le shérif et l'adjoint du bureau de police du comté de Jackson raconter ce qu'ils avaient longuement interrogé aux deux hommes la nuit même de l'incident. C'est à ce moment qu'ils ont convaincu Charles et Calvin de se soumettre à une séance d'hypnose régressive, mais dans les deux cas, ils furent contraints de mettre fin à la séance, quelques minutes après, puisque l'expérience s'était avérée trop violente, en particulier pour Calvin, âgé de 19 ans à cette époque-là. Nos spécialistes crurent tous les deux à leur histoire, bien que la séance n'ait point duré longtemps. Charles Hickson et Calvin Parker ont connu une expérience réellement fantastique, mais surtout effrayante. Un récit authentiquement impossible de simuler une telle peur sous hypnose, dit Alan Hynek dès la fin de la séance. Je crois en leurs témoignages de phénomènes extraterrestres, en raison de la panique absolue qu'ils ont montrée pendant la régression hypnotique. Un sentiment de terreur extrême et pratiquement impossible à simuler sous hypnose, affirma James Harder à son tour. Et c'est ce qu'ils avaient déclaré à la presse. L'affaire s'étala très rapidement sur les premières pages des journaux de Pascagoula et de Gulfport. Les jours passèrent et elle se fit connaître dans le monde entier. Parmi les paragraphes, il a été trouvé un passage dans lequel Charles clamait avec insistance que les trois créatures étaient pacifiques, qu'ils ressemblaient à des robots et qu'ils agissaient comme s'ils avaient une mission importante et précise à accomplir. Ils n'essayaient pas de communiquer avec les malheureux. Charles, plus tard, fut convaincu que les visiteurs n'avaient pas l'intention de leur faire du mal, à lui ou à Calvin, sur le moment. Et encore moins les enlever, bien qu'ils avaient pensé le contraire. Et ça, il le répétait dans tous les interviews. C'était très important pour Charles de spécifier que les visiteurs n'étaient pas belliqueux. Et c'est tout à fait compréhensible et justifié. Car le jour où il y aura une rencontre officielle à l'échelle mondiale avec des aliens, et qu'ils se rendent compte que l'humanité a encore en tête les stéréotypes des envahisseurs voulant conquérir la Terre, ils nous traiteront de racistes, de xénophobes et de spécistes à coup sûr. Mais bon, revenons au passage de la presse. Toute cette affaire devint tellement connue qu'il y eut des tas de produits dérivés, comme des magazines, des livres et même des bandes dessinées, qui racontaient néanmoins les faits, mais s'agissant assez souvent de versions altérées. Ça avait même donné des idées à certains mythomanes, comme par exemple un chauffeur de taxi qui rapporte à la police qu'un été, aux tenailles en guise de main, avait tapoté à sa fenêtre à Long Beach au Mississippi, qui finit par avouer l'invention de son histoire 2 jours plus tard. Ou même la prédiction de la part d'un médium qui voyait la venue d'un ovni près de la rivière Pascagoula, qui fut ensuite filmée par une station de télévision soi-disant. Et le meilleur pour la fin, l'idée d'une ordonnance par un magistrat qui interdit aux ovnis de circuler à la vitesse de la lumière sur l'autoroute 90. Je veux dire, même de notre temps actuel, il y a toujours des excès de vitesse causés par des fous furieux, désobéissants et indisciplinés. Pensez-vous vraiment que les Martiens prennent également en compte les limites de vitesse ?
Bon, de toute façon, aussi ridicule que cela puisse paraître, cette idée a été abandonnée sous peine de décourager les touristes. Si cet incident suscita la curiosité des gens, plaisantins comme sceptiques, pour nos deux concernés, c'était devenu insoutenable, voire cauchemardesque. Ils n'en dormaient plus, ne mangeaient plus, et l'idée de sortir de chez eux, même pour prendre l'air, les angoissait d'avance. Charles, 42 ans ce temps-là, arrivait quand même à tenir le coup. Mais le plus à plaindre dans l'histoire, c'était Calvin, qui a été hospitalisé pour dépression nerveuse, tellement il avait été traumatisé. Plus tard, le 30 octobre, les deux hommes furent finalement invités à se rendre à la Nouvelle-Orléans pour subir une série de tests au détecteur de mensonges qui fut demandé par ces derniers le lendemain du 12 octobre. Calvin, toujours hospitalisé, malheureusement, Charles s'y présenta seul. L'opérateur du nom de Scott Glasgow lui fit passer les tests qui dura 2h30, puis déclara à Charles qu'il disait bien la vérité. Et c'est ainsi que s'est déroulé mon enlèvement par des extraterrestres cette nuit-là. C'est bon, la séance est terminée. Et c'est concluant. Je ne suis pas un spécialiste en cette matière, mais je sais pas, ça me semble plutôt étrange qu'un professionnel effectuant ce genre de test puisse affirmer, comme ça, si tel sujet dit vrai ou pas. Ça manque d'objectivité et d'expertise. Et c'est par ailleurs qu'un journaliste du nom de Philip J. Klass prouva dans son enquête que Scott Glasgow n'avait pas les qualifications requises pour conduire ces tests-là. Il révéla même que ce dernier n'avait pas terminé sa formation, donc pas diplômé. Et c'est surtout cela qui remit en cause les résultats des examens et n'a donc pas pu être servi comme preuve définitive. Klass conclut également que l'affaire n'était qu'une mystification. Il fut de même pour Joe Nickel, enquêteur sceptique du paranormal, qui déclara avoir de très sérieux doutes face à la sincérité de Charles, et qu'il avait imaginé cette rencontre des extraterrestres lors d'un rêve éveillé. La principale raison de ces doutes est que Charles donna plusieurs versions de sa rencontre du quatrième type au cours de ses interviews, en particulier lors d'une émission télévisée. Par exemple, dans son premier compte-rendu, il avait dit que l'OVNI mesurait environ 2,50 m, alors que plus tard, il raconta qu'il faisait 20 mètres. Pareil pour ce qui est du moment de l'enlèvement, où il révéla que la lumière dans le vaisseau était tellement forte et éblouie que ça l'avait aveuglé pendant 3 jours. Mais alors, comment expliquer, après l'enlèvement, qu'il avait pu prendre le volant pour se rendre au bureau du shérif avec Calvin le soir même? Et puis même, pendant ces 3 jours, il s'est déplacé assez souvent, comme à la base aérienne et à la Nouvelle-Orléans. Comment aurait-il fait autrement? Enfin bref, ces révélations étaient assez contradictoires et remettaient en cause l'ensemble du récit. Mais rien ne peut permettre de prouver que tout soit mensonger. Mais les gens allaient-ils remettre en cause les témoignages de Charles? Calvin allait-il se rétablir suite à son hospitalisation? Les aliens feront-ils vraiment leur retour? Vous le saurez dans la rencontre de Pascagoula, partie 3, dans la prochaine vidéo, et ça, dans UFO Legacy.